l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Najat Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Alors, il est difficile de présenter une personnalité politique qui, à seulement 46 ans, a été porte-parole du gouvernement, ministre des droits des femmes, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et aujourd'hui, vous êtes présidente de France Terre d'Asile. Vous racontez d'ailleurs quelques éléments de votre parcours biographique dans un livre, « La vie a plus d'imagination que toi », paru chez Grasset en 2017. Alors soyons clairs qu'à Craquer l'époque, nous ne cherchons pas à dresser un bilan des activités gouvernementales ou à susciter une parole depuis un endroit qui serait celui, par exemple, de la militante d'un parti, en l'occurrence du Parti Socialiste. Ce qui nous intéresse, c'est de nouer avec vous, Najat Vallaud-Belkacem, un dialogue authentique sur la situation de notre présent, sur les impasses actuelles, mais aussi, nous l'espérons, sur ces fines brèches qui ouvrent un peu le monde et qui nous donnent peut-être des raisons de croire que tout n'est pas complètement foutu. Est-ce que vous êtes d'accord si on fonctionne ainsi ? Je veux bien, j'espère que je vais être utile. Alors, c'est une question qu'on pose, qui est un peu brutale, un peu abrupte, on va dire, mais qu'on pose à tous nos invités, c'est d'essayer de qualifier l'époque, qualifier le présent. S'il y a un mot qui viendrait à votre esprit, quel serait ce mot qui qualifierait un peu ce qui est en train de nous arriver ? Mouvementée, désordonnée, angoissante. Dans le générique d'ailleurs du podcast, ce sont des mots qu'on entend. Alors, on va parler bien sûr de cette période mouvementée, mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours biographique et en particulier sur ce livre « La vie a plus d'imagination que toi ». La vie a plus d'imagination que toi, ce sont les mots de votre maman à votre endroit. Que voulait-elle vous dire quand elle vous dit « la vie a plus d'imagination que toi » ? Quelque chose de très précieux en fait, même si je le comprends d'une certaine façon rétrospectivement avec la maturité, mais ça voulait dire quoi qu'il se passe, même si les choses ne tournent pas exactement comme tu les voudrais, les espérerais, il y aura quelque chose à tirer de la vie parce que d'autres opportunités se présenteront. Il faut garder d'une certaine façon une curiosité d'esprit, une ouverture d'esprit pour les voir et les saisir, ces opportunités. Donc c'est une façon d'être au monde en fait, c'est une façon de ne pas manquer d'imagination parce que justement comme la vie va te servir d'autres choses, il faut que tu sois capable de voir ces autres choses qu'elle te sert. Évidemment, c'est un message qui est très optimiste, plein d'allant, plein de confiance aussi, et qui m'a été très utile. Je ne sais pas, dans des moments très terre à terre, comme passer un concours par exemple, rater un examen, mais finalement se dire que c'est pas la fin du monde. Et puis dans des moments plus ça en jeu, comme perdre une élection, ce qui m'arrive évidemment dans ma vie politique, ou même, je ne sais pas, sur un plan personnel, vivre une nouvelle très désagréable, très douloureuse, et se dire qu'on peut malgré tout surmonter ça. Alors vous décrivez dans ce livre comme une personnalité plutôt discrète et vous racontez d'ailleurs quelques moments de votre enfance au Maroc où vous êtes né dans le petit village de Beni Chiker au nord du pays. Vous racontez également votre arrivée en France, d'abord à Amiens, puis votre arrivée à Paris pour réaliser vos études à Sciences Po. Et ce que l'on comprend, c'est que rien ne vous destinait à de telles responsabilités. Votre papa ne parlait pas français, il n'a pas fait d'études, il était ouvrier du bâtiment. Vous êtes convenu d'appeler ce qu'on appelle aujourd'hui une transfuge de classe. Ça devait être violent d'arriver à Sciences Po quand on a 20 ans. En tout cas, c'était une prise de conscience éclatante, vraiment, parce que, en fait, je pense que quand on appartient d'une certaine façon au bas de l'échelle sociale, par définition, on est rarement amené à fréquenter et à côtoyer d'autres milieux. Et donc à prendre conscience des inégalités qui existent entre le bas de l'échelle sociale et le haut. Et finalement, le jour où vous y arrivez, en l'occurrence par la grâce des études et de la réussite scolaire, etc., et que vous prenez conscience du fait que ce sont deux mondes qui s'ignorent totalement et qui n'obéissent pas au même code et qui n'ont pas du tout les mêmes perspectives et les mêmes chances de réussite dans la vraie vie, c'est assez violent. C'est moins violent pour soi-même. Je sais que la littérature sur les transfuges de classe raconte beaucoup comment les individus, au fond, se sentent tiraillés entre l'origine sociale dont ils viennent et puis ce vers quoi ils vont. Mais moi, en tout cas, mon expérience personnelle, c'est moins ça qu'un sentiment d'injustice terrible fait à mes camarades qui, eux, n'avaient pas fait ce chemin-là. À mes camarades laissés là-bas, dont je me suis dit, au fond, est-ce qu'ils avaient tous vraiment démérité pour ne pas avoir accès à toutes ces perspectives, ces opportunités
d'opportunités qui sont visiblement monnaie courante s'agissant du haut de l'échelle sociale. Je parle des perspectives de réussite, de scolarité, de grandes écoles, etc. Et donc, c'est plutôt sur cette réflexion intellectuelle, un peu philosophique, que ça m'a inspiré, cette expérience de passer d'un monde à l'autre et qui, à mon avis, a nourri beaucoup mon engagement politique. Alors, c'est terrible parce que, pour la petite blague, quand je suis... on a dit qu'on parlait pas forcément des périodes gouvernementales, mais quand j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la justice dans l'éducation. Et il m'est arrivé vraiment d'avoir à affronter des oppositions très sévères sur le sujet, et notamment des gens qui me disaient « Mais pourquoi est-ce que vous voulez remettre en cause le fonctionnement de l'école, soi-disant pour assurer plus de justice sociale, etc., alors que vous voyez bien que cette école, elle a dû fonctionner. La preuve, c'est que vous en êtes sortis. Pourquoi est-ce que vous vous en prenez à l'outil même qui vous a permis, grâce à cet outil, on vous a autorisé d'une certaine façon, vous qui n'étiez rien, c'était ça le sous-entendu, à accéder aux plus hautes fonctions. Et donc, à chaque fois, cette opposition, elle me frappait parce que je me disais, en fait, mes détracteurs auraient voulu que, parce que j'avais eu cette chance-là, qui était une chance exceptionnelle, d'une certaine façon, et dans laquelle ils n'étaient pas pour grand-chose, soyons clairs, les détracteurs en question, eh bien, j'aurais dû simplement remercier et me taire et accepter le système tel qu'il allait et surtout ne pas le remettre en cause. Donc, en fait, moi, c'est vraiment cette réflexion-là sur ces inégalités absolument systémiques, confortées, y compris parfois par le système scolaire, etc., qui me nourrissent beaucoup encore aujourd'hui, même après avoir cessé mes fonctions. Un système qui remet à sa place ou qui rappelle en fait sa place. C'est ça, c'est rappeler à sa place, absolument. Je suis sans doute pas la seule à avoir vécu ça, mais vraiment, je l'ai vécu avec beaucoup de force, oui. Un jour, en lisant Annie Ernaux, il y a un passage que j'avais beaucoup aimé dans Mémoire de fille. Elle parle de la honte qu'elle a vécue lorsqu'elle était animatrice dans une colonie et elle voulait imiter le milieu social de ses camarades. En fait, elle voulait rejoindre leur monde, elle voulait s'y fondre. En fait, elle voulait dissimuler ses origines sociales. Sauf qu'un jour, elle a été trahie. Elle n'a pas été trahie par son vocabulaire, elle n'a pas été trahie par son langage ou ses manières d'être, elle a été trahie par sa lessive. Parce qu'en fait, c'était une odeur de lessive qui était utilisée par les prolos, quoi. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose ou ressenti ce qu'on appelle en fait une forme de honte sociale? Je pense, mais bon, après, je ne suis pas focalisée dessus, donc c'est pas devenu obsessionnel, disons, dans mon souvenir. Mais je pense que, par exemple, dans un certain vocabulaire, en fait, je me suis rendu compte qu'assez tard qu'il y avait des mots en fait qui n'existaient pas, mais que j'avais pris l'habitude d'utiliser quand j'étais enfant parce que je vivais dans un certain milieu. Un exemple complètement stupide, mais par exemple, pour moi, un peigne, ça se disait une coiffette. Ce que les gens ne comprenaient pas, et on voyait qu'en fait il y avait un petit sujet d'insuffisance ou de code de vocabulaire, de langage que j'avais pas. L'autre grand exemple que je vois, c'est dans la pratique d'un certain nombre d'activités. Alors c'est marrant parce que c'est moins culturel que sportive. Parce que culturel, finalement, je veux dire, ça peut ne pas se voir que vous n'êtes jamais allé à l'opéra ou je veux dire, bon bah vous y allez une première fois. Franchement, vous comprenez assez vite les codes et soit vous y trouvez du plaisir et vous y retournez, soit non et vous évitez de vous mettre dans ce genre de situation. Mais sportive, par exemple, j'ai souvent remarqué qu'il suffit d'être dans un certain cercle plutôt, disons, élevé socialement, etc., pour qu'à un moment donné se pose la question de la pratique du ski. Et que comme par hasard, bah, tout le monde sait faire du ski dans ce type de groupe-là, de cercle-là. Et donc, le fait de ne pas savoir, ça ne se rattrape pas en une semaine. Donc, voilà, c'est plutôt ce genre de choses. Quoi d'autre? Non, je vois pas d'autres choses qui auraient été marquantes, franchement. J'ai l'impression, en tout cas, parce que parfois c'est peut-être partagé, mais ça l'est peut-être pas par vous, hein, mais quand on est dans une place où on ne nous attend pas, quoi, on peut développer aussi en fait des formes d'imposture, des sentiments d'imposture, enfin le sentiment de pas avoir tout à fait confiance à la place qu'on occupe. Est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose de la sorte ou comment d'ailleurs surtout vous l'avez réussi à le dépasser, quoi? Alors oui, évidemment. Enfin, vraiment cette impression d'être dans un mariage auquel vous n'avez pas été invité, mais de vous retrouver là. Et de vous dire, je suis sûre que tout le monde doit se demander pourquoi je suis là, quelle est ma légitimité, etc. Bien sûr qu'on la ressent, mais c'est marrant parce que moi, j'ai toujours mis ça plutôt sur le compte de mon genre, du fait d'être une femme, plutôt que d'être une transfuge de classe. Parce que je trouve quand même, enfin, c'est peut-être parce que j'en ai beaucoup discuté avec beaucoup de femmes et qu'au bout d'un moment, quand même, il m'est apparu de façon évidente que pour le coup, même en étant plus élevée dans la hiérarchie sociale, les femmes continuaient à souffrir de ce complexe d'imposteur. Je
me suis dit, en fait, il est particulièrement élevé chez les femmes quand même. Et ce complexe de l'imposteur, en même temps, je tiens vraiment à dire qu'il ne faut pas en faire qu'une faiblesse parce qu'en fait, c'est ça qui vous rend service. C'est ça qui fait que vous vous reposez moins sur vos acquis, vous travaillez généralement quand même beaucoup plus, vous interrogez en permanence votre compétence vous-même, parce que vous êtes le plus sévère juge envers vous-même, hein, naturellement, quand vous avez ce type de complexe. Et finalement, ça vous renforce. Alors, on va parler de la question de l'exil parce que vous avez fait l'expérience des frontières sociales, des frontières géographiques, des frontières culturelles, enfin des barrières qui séparent les mondes. Vous avez enjambé ces barrières, alors à la faveur de hasard, mais aussi bien sûr de persévérance et d'obstination. Et quand vous parlez de votre exil, vous dites que c'était un exil doux, notamment parce qu'il n'est pas lié à l'expérience de la guerre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là encore, je pense que... En fait, c'est marrant parce que dans nos sociétés qui sont toujours très jeunistes, comme vous le savez, on a une espèce d'adoration de la jeunesse, du jeune âge. Moi, je trouve que c'est bien quand même de prendre de l'âge parce que, en fait, quand on prend de l'âge, il y a plein de choses qu'on comprend et qu'on n'avait pas du tout en tête plus jeune, c'est ce qu'on appelle la maturité. Et moi, personnellement, l'âge venant, puis aussi les choix professionnels, d'engagement qui ont été les miens faisant leur effet, en fait, j'ai l'impression d'y voir beaucoup plus clair sur le monde dans lequel on vit, dont il faut prendre conscience que, en fait, une majorité de gens vit dans des conditions absolument horribles, quoi. En fait, c'est vraiment, faut en avoir conscience, y compris d'ailleurs pour savourer la chance qu'on a, le confort qui peut être le nôtre, etc. Bon, vous êtes bien placé pour le savoir, vous travaillez sur des sujets difficiles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, il faut toujours relativiser d'une certaine façon les expériences qu'on vit par rapport à ce qui existe à côté. Quand j'étais enfant, le fait d'avoir quitté mon petit village au Maroc, en effet, pour des raisons entre guillemets douces, mais enfin dures quand même dans le sens où on laissait derrière nous mes grands-parents, mes cousins, cousines, mes tantes, mes oncles, dont certains que j'allais ne plus revoir par la suite du tout. Enfin, je veux dire, c'était douloureux, mais en même temps, on quittait cela pour espérer avoir de meilleures conditions de vie économiques dans un autre pays qui était la France. Et donc, pour rejoindre mon père qui s'était installé à partir de la fin des années 70 pour travailler en France, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque un regroupement familial. Donc, les choses se faisaient dans de bonnes conditions. Je veux dire, on n'a pas traversé la Méditerranée à la nage. Donc, sur le moment, ça m'a paru quand même triste de laisser tout mon monde, mes racines et tout ça sur place. Mais en fait, la maturité venant, je me dis, mais voilà, il y a ces gens qui traversent la Méditerranée à la nage, en tout cas ceux qui arrivent jusque-là. Et je me dis que l'exil est au fond d'abord et avant tout une souffrance et que dans le monde dans lequel on vit et tous ces murs qui se dressent, toutes ces herses et qui justement veulent rendre ce chemin de l'exil de plus en plus source de souffrance, de plus en plus difficile, eh bien, il faut s'attendre à ce que les conflits, les populismes ne cessent de prospérer partout. Et c'est aujourd'hui l'enjeu numéro 1 de notre monde que de remettre en cause ces schémas-là et ces discours-là qui ne créent que de la souffrance. J'allais justement parler de ça, parce que depuis, effectivement, les choses ont beaucoup changé. On a de plus en plus de murs, de repli sur soi. On s'immunise face à la différence. Et on parle de la Méditerranée, mais c'est vrai qu'au moment où on se parle quotidiennement, en fait, il y a des vies qui se noient dans la Méditerranée et des vies, en fait, qui font jamais l'objet de deuil public, des vies qui sont pas dignes d'être pleurées, des vies qu'on laisse mourir. Dans votre fort intérieur, quand on assiste un peu à ce spectacle impuissant, qu'est-ce que vous ressentez ? Moi, j'ai un problème, c'est que on pourrait croire que parce que je m'occupe quand même de sujets relativement durs, parce que vous avez évoqué la présidence de France Terre d'Asile, donc les demandeurs d'asile et leur accompagnement pendant tout le cheminement qui les amène un jour à devenir des réfugiés et à obtenir enfin un statut. Mais je dirige aussi une ONG de solidarité internationale qui s'appelle One et dont le sujet est de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde. Donc, notre cible, ce sont les pays dans lesquels une majorité de la population vit sous $2 par jour. Et donc là-bas, nous travaillons notamment sur la question de l'accès à l'alimentation, au traitement, aux soins, à l'éducation. Bref, donc en fait, je baigne dans des sujets qui sont assez dur. Donc on pourrait croire que finalement tout ça finit par former une carapace autour de soi. Mais en fait, pas du tout. Je veux dire, je reste extrêmement sensible et en fait, plus je vois des choses dures et plus j'y suis sensible. Et le fait que, en effet, une large partie de nos sociétés finit par être complètement hermétique à cette émotion-là, crée chez moi encore plus d'émotions, dans le sens où je trouve l'effet horrible et le fait qu'on soit apathique encore plus horrible. Donc, pour répondre à votre question, c'est clair que depuis quelques années, il s'est installé quelque chose sur ce sujet de l'exil, des frontières, etc., qui n'existait pas avant.
pas à ce point-là, qui en fait a créé quoi? A créé de la clandestinité à tous égards. Parce que plus on dresse les murs dont je parlais tout à l'heure, et plus c'est cette clandestinité dans laquelle on va renvoyer les gens qui vont être sur le chemin de l'exil, victimes des passeurs, de la traite des êtres humains, des exploitations, violences sexuelles, etc., diverses et variées, de la torture même quand ils passent par la Libye. Donc cette clandestinité-là, c'est à la fois une immense source de souffrance pour les individus en question, mais c'est aussi ce qui provoque l'anesthésie dans les opinions publiques, puisque finalement cacher cette souffrance et cette misère que je ne saurais voir. Donc, du coup, on a le sentiment qu'on a créé les conditions de l'impasse. Parce que si l'opinion publique ne se réveille pas, si elle ne retrouve pas ce sens de l'humanité, la sensibilité que je suis en train d'essayer de décrire, elle ne se mobilisera pas pour que d'autres politiques que celles des murs et des herses soient conduites. Et donc, du coup, si elle ne se mobilise pas pour ça, alors les politiques, les gouvernants, etc., ont tout intérêt, d'une certaine façon, vu de leur chapelle à eux, ont tout intérêt à jouer la carte de la fermeté, faire des rodomontades, à montrer les muscles, alors même qu'ils voient qu'ils n'empêchent rien, parce que ça n'empêche personne de venir, ça crée juste plus de morts. C'est un peu comme l'histoire de l'avortement, d'une certaine façon. Quand on dit on va empêcher les femmes d'avorter, on va l'interdire dans la loi, etc., ça ne veut pas dire que les femmes cessent d'avorter, en fait. Juste, elles avortent dans de plus mauvaises conditions qui les font mourir. C'est tout. Et c'est ça qui est incroyable. Comment est-ce qu'on peut ne pas comprendre ça? Alors, il y a ceux qui ne le comprennent pas par idéologie, juste, OK, ils ont écouté tout mon discours et ils me répondent, et ça arrive souvent, ils me répondent, nonobstant, je m'en tape. OK. Mais il y a ceux, et c'est plus grave pour moi d'une certaine façon, qui sont dans une espèce de ventre mou, et vous trouvez beaucoup de politiciens là-dedans. Par exemple, regardez les débats au Sénat, c'était pas le Rassemblement national, c'était les Républicains qui intervenaient pour être le plus sévère possible, le plus gâcher le plus possible la vie des demandeurs d'asile en l'occurrence. Eh bien, dans le ventre mou, ces politiciens-là, en fait, juste ils cèdent à une mode du moment, ce qu'ils pensent être l'humeur de leur opinion publique du moment, alors même que cette opinion publique, elle se construit, et qu'elle est construite aujourd'hui par les discours qui sont tenus et par l'invisibilisation que la clandestinité a créée pour ces exilés. Alors justement, je pose la question, mais elle est vraiment vertigineuse et bien trop difficile, mais comment on répond, quoi? Parce qu'on ne peut pas juste en appeler à la pluralité, aux multiples, on appelle humanisme, quoi. Comment en fait on arrive à répondre à ces drames? En fait, on devrait avoir un changement de logiciel qu'on n'a pas réussi à opérer pour l'instant, collectivement, mentalement, dans notre imaginaire, s'agissant du monde dans lequel on vit. En fait, on ne vit plus dans le même monde que dans les années 70. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui caractérise notre monde aujourd'hui, c'est quand même, pour le coup, la mondialisation. Et la mondialisation, c'est pas que la mondialisation des marchandises ou de la finance. Enfin, à un moment donné, c'est évidemment la mondialisation des hommes aussi. Ce qui signifie par là que les temps de transport ont largement diminué, les distances se sont largement réduites, votre téléphone, quel qu'il soit, smartphone, vous permet de voir comment on vit à l'autre bout du monde comme si c'était la porte d'à côté. Si c'est possible pour vous ici depuis la France, c'est évidemment possible partout, au Zimbabwe aussi. Donc, du coup, il ne faut pas s'étonner que ce rapprochement, cette mondialisation des images ait créé petit à petit un changement dans les comportements sociaux d'une certaine façon. Et le fait que partout dans le monde, on ait désormais des aspirations à vivre autrement, à avoir d'autres perspectives ailleurs, à ne pas se laisser juste aller à la fatalité de l'environnement qui est le sien, y compris, et d'abord et avant tout, en vérité, quand on est un jeune, qu'on sait qu'on n'a pas de perspective de mobilité sociale dans sa société, il y a même pas besoin d'être persécuté ou d'être victime de conflits. La plupart des demandeurs d'asile fuient cela. Mais déjà, vous êtes dans un pays dans lequel vous n'avez aucune perspective. Et vous savez que même si vous travaillez à l'école, etc., de toute façon, il n'y a pas de mobilité sociale, donc vous n'arriverez à rien. Comment leur en vouloir de chercher à partir? Donc, en fait, quand je dis changement de logiciel, c'est comprendre ce nouveau fait migratoire qui est en réalité devenu petit à petit, et y compris pour nous. Réfléchissons à nos enfants qu'on a toujours grand plaisir à envoyer étudier aux États-Unis, etc., qui est devenu, ce fait migratoire, la norme, là où ce qui devient l'exception, c'est la sédentarité, c'est la fixité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant justement de voir le malaise qui se traduit parfois par un vote populiste d'un certain nombre de gens qui sont dans nos pays à nous, dans cette fixité, cette sédentarité-là. Donc, du coup, si on pouvait
avoir ce changement de regard et comprendre que c'est la migration qui devient la norme, alors au lieu de la trouver problématique, scandaleuse, etc., source de transgressions diverses et variées, ce sont des irréguliers, toujours traiter ça sur ce mode très négatif, peut-être qu'on pourra commencer à se dire comment on régule ça. Et comment on régule le nouveau fait migratoire qui devient donc la norme, pas à l'échelle uniquement des pays, parce que sinon les pays font toujours jouer leur souveraineté, leur souverainisme, etc., entière, mais à une échelle plus internationale. Vous allez me dire, il existe déjà des institutions internationales, l'ONU ou l'UNHCR ou que sais-je, qui s'occupent des questions des migrants, mais moi, je ne vois pas d'institution multilatérale, par exemple comme il existe l'Organisation mondiale de la santé sur les questions de santé, ou l'ONU sur les questions de sécurité. Je ne vois pas d'organisation véritablement multilatérale dans laquelle se déciderait une nouvelle régulation, un statut renforcé pour les personnes qui sont dans ces situations de migration, etc., à l'échelle internationale. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça pour aller vers quelque chose qui soit porteur, enthousiasmant, qui s'applique universellement, etc. Donc, je suis pas sûre que ça réponde à votre question. Peut-être que vous trouvez que c'est prendre le sujet de très très haut. Mais en fait, si vous voulez, quand je regarde et que j'essaie d'anticiper ce qui nous attend, je vous assure, hein, si on reste sur le mode dans lequel on est, mais on va au-devant mais vraiment de très très graves dangers. Parce que, par exemple, à contrario, à défaut de faire tout ce que je viens de décrire, on est resté sur une gestion très pays par pays, État par pays, concurrence entre eux, etc. Même au niveau européen, on le voit, c'est impossible de s'entendre sur un mécanisme de répartition des réfugiés, etc., etc. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce mode ultra compétitif, concurrentiel, non coopératif? Finalement, ce qui s'impose comme solution pour vraiment faire monter le plus possible les murs et les herses, c'est d'externaliser carrément la gestion des réfugiés pour qu'ils soient bien retenus dans d'autres pays et qu'ils n'arrivent pas sur nos côtes européennes. Alors, se met entre les mains de la Turquie, de la Libye, de la Tunisie, etc., etc. Tous pays qui sont vraiment extrêmement respectueux des droits de l'homme, comme vous le savez. Et finalement, que font ces pays à la fin des fins, après avoir été grassement payés pour certains d'entre eux, carrément torturer les personnes dont on n'a pas voulu? Eh bien, ils instrumentalisent ces migrants aussi contre nous. Donc là, on se retrouve dans un cercle vicieux terrifiant où dès que quelque chose ne va plus entre l'Europe et l'un de ces pays que j'ai évoqués, y compris des négociations sur un tout autre sujet, eh bien, ils vont dire, mais attendez, si vous donnez pas droit à ce qu'on exige, on va faire arriver des afflux de milliers, de dizaines de milliers de réfugiés. Donc tout ça nourrit évidemment l'angoisse, la peur, y compris dans les opinions publiques européennes. Donc ça n'en finit jamais. Et ça va très très mal se finir. Donc il faut trouver une autre solution. Et il faut changer de logiciel. تمارة خفيف صم زيان صم زيان صم زيان صم قران كل شيء شهاية اش مغاري تقول اش مغاري تقول كخسان صغر واش متتو غيما واش متتو غيما مرام وثغى بعذاب اش مغاري تقول اش مغاري نقول كخسان صغر اش مغاري نقول ذاذوك صغر ذاذوك صغر
Alors, on vient d'écouter une chanson de Mimoun Rafroua, Aye Maino, je prononce bien, je sais pas. C'est vous qui avez choisi cette chanson, une chanson berbère? Ouais, c'est vrai, c'est une chanson qui me touche énormément. Aymeino, ça s'appelle, ça veut dire maman. Oui, alors dans les traductions, peut-être qu'elles sont un peu inexactes. Tu m'as laissé orphelin, il n'y a que toi que j'ai dans le cœur, c'est toi que j'ai dans le cœur, dans mes os tu habites. Et je ne t'oublierai pas, maman, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas, maman, si je devais mourir après. C'est toi que j'ai dans le cœur, c'est toi que j'ai dans le cœur, dans mes os où tu habites. Il faut peut-être préciser qu'elle dure beaucoup plus longtemps que ce que vous avez passé. Elle est assez longue, mais elle est absolument magique. Merci pour la découverte en tout cas. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un moment qui est important dans nos vies à toutes et à tous. C'est le moment un peu de bascule politique, c'est-à-dire le moment où le monde nous rattrape et à un moment donné la chose politique se présente à nous. Quel a été ce moment pour vous de bascule où il y a eu une évidence de la nécessité d'un rapport au monde? Moi, je dirais qu'elle s'est faite progressivement. Il y a eu comment dire, le rapport au monde, comme vous dites, le rapport notamment au dysfonctionnement du monde. Alors évidemment, quand on est jeune, le monde, c'est pas celui dans lequel on navigue aujourd'hui, c'est à l'échelle d'un quartier, d'une ville. Je l'ai ressenti relativement jeune, je sais pas, j'étais en train de passer mon bac à Amiens et j'avais envie de donner des coups de main, donc j'étais membre d'associations, je faisais de l'aide aux devoirs, j'étais à l'époque bénévole dans une association qui s'appelait Pharmaciens sans frontières. C'est drôle d'ailleurs quand j'y repense parce que du coup ça boucle la boucle par rapport à ce que je fais aujourd'hui sur les questions de santé mondiale aussi. Donc d'une certaine façon, ce rapport au monde-là, qui est un rapport de solidarité, je pense que je l'ai ressenti dans ma jeunesse dès que j'ai pu l'exercer. En revanche, le rapport à la politique, c'est quelque chose de différent. Et ça, pour le coup, on parlait de complexe d'imposteur tout à l'heure. Je pense vraiment que le fait d'être quand même enfant de parents qui n'avaient pas la nationalité française, il faut se souvenir de ça pendant longtemps. Maintenant, après, ils l'ont eu, mais je veux dire, à l'époque où on était enfant, ils ne l'avaient pas quand on vivait à Amiens. Et donc, du coup, les dimanches de vote, ils n'allaient pas voter. On n'était pas familier avec tout ça. Et donc, la légitimité sur ces sujets-là était très faible, on va dire. Et j'ai fait des études de droit à Amiens. J'ai rejoint Sciences Po à Paris. Et malgré ça, finalement, je ne me sentais pas super légitime sur ces questions politiques avec un grand P. En réalité, je pense que ce qui a un petit peu fait switcher les choses dans mon esprit, c'est que j'ai eu l'occasion, parce que je travaillais toujours à côté de mes études, et l'un de mes jobs, ça a été d'être assistante parlementaire auprès d'une députée à l'Assemblée nationale quand j'étais à Sciences Po. Et du coup, d'avoir fait 2 expériences là-bas rapidement, l'expérience de ce que en fait ça compte vachement, de légiférer sur les choses, ça change vraiment la vie des gens. C'est quelque chose de, voilà, soudain ça devenait très charnel. Et en même temps, l'expérience, puisqu'il s'agissait d'une femme, Béatrice Marr, de ce que, dis donc, c'est difficile pour les femmes, la vie politique, parce que je trouvais qu'elle en bavait, mais à mort, dans un milieu à l'époque qui était quand même très machiste, en fait, vraiment sexiste, tout simplement. Donc, c'était un peu compliqué pour elle. Donc, voilà, je suis ressortie de là en me disant, la politique, c'est important, mais franchement, mon Dieu, ça donne vraiment pas envie, surtout quand on est une femme. Donc, merci, mais non merci.
et je suis repartie vaquer à mes occupations. Et donc, j'ai fini mes études à Sciences Po, etc. Et un beau jour, on a prévu avec une bande d'amis de partir en vacances en Espagne. On était un groupe de 4, tout était organisé. On avait vraiment la tête qu'à ça, si bien qu'on a oublié de faire nos procurations pour voter aux élections présidentielles qui se profilaient cette année-là. Vous l'avez compris. Et donc, on est le 21 avril 2002 et on vient d'arriver. En plus, on vient vraiment d'arriver en Espagne. Et le soir venu, on est installé dans l'appartement qu'on avait loué et on regarde la télévision et on se rend compte que c'est Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Et donc, on était un groupe de 4. Il y avait un couple, une amie et moi. Le couple était visiblement plutôt de droite parce qu'il explose de joie à l'idée que ça va être vraiment très facile pour Jacques Chirac d'être élu au second tour. L'amie en question et moi-même, on est dans l'état inverse, on est complètement défaite. On se sent super coupable de n'avoir pas voté, comme si nos 2 voix auraient changé quelque chose. Bref, dès le lendemain matin, on décide de rebrousser chemin. Donc on a gâché nos vacances, on est revenu à Paris. On est allé manifester parce que c'était l'époque où on manifestait quand le Front National était élevé comme ça. Ça a bien changé. Et on a voté Chirac. Et puis ensuite, moi, c'est ça le vrai déclic. C'est que, en fait, je me suis sermonnée dans la foulée. Vraiment, je me suis sermonnée. Je me suis dit, en fait, t'as pas le droit, en réalité. Compte tenu d'où tu viens, de ce que tu sais, de tout ce qu'on s'est dit sur le fait d'être transfuge de classe, de prendre conscience des inégalités, etc. Et en même temps, de faire des études de droit, d'avoir eu et puis Sciences Po, d'avoir eu l'expérience de l'Assemblée nationale. Tu n'as pas le droit de ne pas te mêler de tout cela. C'est une blague, en plus. T'es pas allé voter. Et donc, du coup, j'ai répondu à ça en choisissant d'adhérer à un parti politique et j'ai opéré de façon assez méthodique parce que j'avais pas d'action dans aucun des partis. Méthodique dans le sens où je me suis dit, bon, alors, tu te sens plutôt de gauche que de droite, ok, voyons voir ce qui existe à gauche. Et en fait, j'ai choisi le parti qui me semblait le plus à même d'exercer des responsabilités, parce que je voulais pas être d'une gauche uniquement revendicatrice à l'époque. Et donc, j'ai rejoint le Parti socialiste, j'y ai fait mes armes, et c'est ça, donc, le déclic et mon arrivée en politique. Arrive bientôt à la fin de ce premier épisode. Peut-être une dernière question sur peut-être vos impatiences, là où le désir d'agir vous travaille intimement, vous presse à bâtir. Quelles sont vos impatiences aujourd'hui ? La médiocrité, c'est horrible de dire ça. Je ne veux pas que ça passe pour du mépris, mais non, mais si. Il y a des choses qui me font souffrir. La violence du monde me fait souffrir. Ce qui se passe en ce moment, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, en Israël, me fait terriblement souffrir. Mais par contre, ce qui me rend vraiment, ce qui me fait sortir de mes gonds, ce qui m'irrite profondément, c'est la médiocrité. La médiocrité du débat public, la médiocrité de certaines analyses, la médiocrité d'une forme de macartisme auquel on assiste très très vite dans le débat public dès qu'on a un problème. C'est toute cette médiocrité-là qui ne va pas du tout. Et évidemment, la médiocrité organisée, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, je n'ai pas besoin de vous en faire la démonstration, mais je veux dire, les gens, j'en ai fait 1000 fois l'expérience dans ma vie, lorsque vous leur apportez un contenu de qualité, ils sont heureux, en fait. Ils ont de l'appétence pour les contenus de qualité. Alors, pourquoi est-ce que systématiquement, on leur apporte un contenu caricatural, de très faible qualité ? Et c'est vrai dans un certain nombre de médias. Et c'est encore plus vrai avec le fonctionnement maintenant des algorithmes et des réseaux sociaux et de tous ces tue l'attention, tue la sensibilité, tue la conscience citoyenne que sont devenus ces outils. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Je pense qu'il y a clairement derrière un agenda qui n'est pas dans l'intérêt du peuple, qui n'est pas dans notre intérêt collectif. Et c'est ça qui m'irrite vraiment profondément. Et je crois que pour finir là-dessus, ce qui m'irrite encore plus, c'est de n'avoir pas trouvé la parade pour le moment. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, et à la semaine prochaine. Merci. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Romain Huette.